Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, on se penche sur une figure vraiment marquante et complexe de l'histoire marocaine, Merdi Ben Barka. Leader politique, brillant mathématicien aussi, figure de l'opposition du mouvement tiers-mondiste. Sa disparition, jamais élucidée à Paris en 1965, continue de soulever des questions, des controverses et régulièrement des informations, des documents refont surface et alimentent une interrogation centrale, celle qui va être au cœur de notre discussion. Est-ce que les activités internationales intenses de Mehdi Ben Barka, notamment ses liens avec certains pays étrangers, peuvent être qualifiées d'espionnage? Alors, pour ma part, je défendrai l'idée que Ben Barka était avant tout un leader nationaliste, une figure de l'opposition de gauche. Ses actions, pour moi, s'inscrivaient d'abord dans un combat politique, un combat pour une autre vision pour le Maroc et pour le tiers-monde. Et moi donc, j'apporterai une perspective un peu différente, en examinant, disons, les éléments troublants qui suggèrent une collaboration qui irait potentiellement au-delà du simple jeu politique. Je vais me pencher sur les indices d'une relation étroite avec des services de renseignement étrangers, en particulier ceux de la Tchécoslovaquie communiste de l'époque. L'enjeu, attention, n'est pas de nier son importance politique, hein, bien sûr que non, mais plutôt de se demander si certaines de ses activités n'ont pas franchi une ligne critique, transformant peut-être le leader en exil en un acteur dont les liens financiers et informationnels pourraient relever d'une forme de renseignement au service d'intérêts extérieurs au Maroc. La question est donc là, derrière l'opposant politique, est-ce qu'il y avait aussi un agent d'influence ou même un collaborateur de services secrets étrangers? Alors, si vous permettez, je voudrais commencer par replacer le personnage dans son contexte. Le Barca, il émerge à une période de bouleversement énorme. La fin des empires coloniaux, le monde qui se structure en deux blocs, la guerre froide, et puis l'émergence politique du tiers-monde qui cherche sa propre voie. Et lui, il incarne vraiment cette figure du Azzaïm Louatani Aliessali, le leader nationaliste de gauche, quoi. Profondément engagé dans la lutte anti-impérialiste. Son opposition féroce, elle visait ce qu'il considérait comme l'impérialisme américain et ses relais de dall'imperiali à l'Americaia, mais aussi toute forme de néocolonialisme. Son projet, c'était celui d'une transformation radicale du Maroc vers un modèle socialiste indépendant non aligné. Et dans cette optique, ces contacts internationaux multiples, de la Havane à Alger, du Caire à Prague, c'était cohérent. Il s'agissait de tisser des alliances, de mobiliser pour des causes comme la conférence tricontinentale de la Havane qui visait justement à unir les mouvements de libération d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine. Donc réduire ces activités à de l'espionnage, ça me semble vraiment occulter cette dimension politique, idéologique qui est primordiale. C'était une alternative politique. Une alternative qui inquiétait, c'est sûr, tant au Maroc que chez les puissances occidentales. Hmm. J'aborde la question sous un angle, oui, différent. Si l'engagement politique de Ben Barka est une évidence et son rôle dans les mouvements tiers-mondistes, bon, c'est indéniable, il y a quand même des faits documentés qui posent question sur la nature exacte de certaines de ces relations. Je pense là spécifiquement aux allégations étayées par des archives devenues accessibles après la chute du mur, hein, concernant une collaboration suivie avec les services secrets tchécoslovaques, le Stade B, la Statnid Bezpečit. Il ne s'agit pas de vagues rumeurs, là. On parle de références à des dossiers, ce qu'on appelle parfois Al-Warak Tchécoslovaquie, les fameux documents tchécoslovaques. Et ces documents, ils feraient état non seulement d'échanges d'informations, mais aussi de versements financiers, substantiels. Les chiffres qui circulent sont interpellants. On parle de 10 000 dollars, à 10,000 $, déjà dans les années 50-60. Puis des montants qui augmentent, 47 000 dollars, 47,000 dollars, ou allant jusqu'à 92 000 dollars, 92 000 dollars. Il faut bien resituer ces sommes. Au début des années 60, 92 000 dollars, c'était une fortune considérable, bien au-delà de ce qui pourrait être vu comme un simple défraiement pour un opposant en exil. Alors, la question se pose crûment, est-ce que c'était un soutien désintéressé à un allié idéologique ou une rémunération pour des services rendus, pour des informations jugées précieuses par Prague? Est-ce que ces liens dépassent le cadre, disons, acceptable de la solidarité politique internationale, même dans le contexte tendu de la guerre froide? Oui, oui, j'entends bien ces chiffres et la suspicion qu'ils peuvent soulever, bien sûr. Mais il me semble vraiment indispensable de les remettre dans les pratiques de l'époque. Le financement de mouvements politiques, d'opposants en exil ou de groupes rebelles par les grandes et moyennes puissances,
C'était c'était monnaie courante pendant toute la guerre froide. Les soviétiques et leurs alliés soutenaient les mouvements de libération nationale, les partis communistes ou de gauche partout dans le monde. Les Américains, les Occidentaux y finançaient des syndicats, des partis politiques, parfois même des opérations clandestines, pour contrer l'influence communiste. Alors que Ben Barka, figure majeure de la gauche anti-impérialiste, ait reçu un soutien financier de la Tchécoslovaquie, un pays du bloc de l'Est très actif en Afrique et au Moyen-Orient, ce n'est donc pas en soi aberrant, ni une preuve automatique d'espionnage. Ça peut tout à fait s'interpréter comme une aide matérielle à un leader politique dont les objectifs convergeaient partiellement avec ceux de Prague, notamment affaiblir l'influence occidentale au Maroc et dans la région. Quant aux milliers de documents secrets, El Afloué Seria, qui sont parfois évoqués, là encore prudence, de quoi parle-t-on exactement? D'analyse politique sur la situation au Maroc, de notes sur les rivalités au sein du pouvoir, ou bien de secrets militaires, diplomatiques, sensibles, transmis délibérément, sans un accès complet, vérifié, contextualisé à ces archives et surtout à leur contenu précis, sauter à la conclusion d'espionnage caractérisé me paraît hasardeux. La frontière entre l'échange d'analyses politiques entre alliés idéologiques et la transmission de renseignements classifiés, elle est cruciale et souvent difficile à tracer rétrospectivement. Votre contextualisation est juste. Sur le principe des financements de la guerre froide, je suis d'accord. Mais je crois qu'elle minimise quand même deux aspects cruciaux ici. Premièrement, l'échelle des sommes. 92 000 dollars dans les années 60, ce n'est pas juste un soutien logistique. C'est une somme qui permet de financer des opérations d'envergure, de maintenir un train de vie, de rétribuer des collaborateurs. Le CSB, ce n'était pas une ONG caritative, hein. Ces investissements étaient calculés et ils attendaient un retour. Deuxièmement, la nature de l'interlocuteur. Le CSB était un service de renseignement actif, impliqué dans des opérations d'influence, de collecte d'informations stratégiques. Collaborer avec eux, accepter leur argent à cette échelle, ça implique nécessairement un échange, une contrepartie. Quelle était-elle? Si l'on parle de milliers de documents secrets, même si on n'en a pas le détail précis, l'expression elle-même suggère quelque chose de plus sensible que de simples analyses politiques partagées. Et ça nous amène à interroger plus profondément les intentions de Ben Barka vis-à-vis du pouvoir marocain. Au-delà des financements, il y a sa posture politique. Une anecdote souvent citée, bon, comme toute anecdote, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est quand même révélatrice d'un état d'esprit, rapporte une conversation tendue avec le roi Mohamed V. Face aux défis du pays, Ben Barka aurait lancé quelque chose comme La tatajul bessokour sanatakaffalo bieskartekabian fusim, ce qui signifierait en gros ne vous pressez pas, nous nous chargerons nous-mêmes de vous faire tomber. Authentique ou pas, cette phrase elle reflète une radicalité certaine. Est-ce que cela, en plaît au lien financier avec un service secret étranger, ne suggère pas une intention qui dépasse l'opposition politique classique? On peut légitimement se demander هل أرادوا أن يحدثوا انقلابا ضد الملك محمد الخامس? Est-ce qu'ils voulaient, avec d'autres, provoquer un coup d'État contre le roi Mohamed V, puis contre son successeur Hassan II, envers qui son opposition était encore plus frontale, implacable? Le financement étranger n'était-il pas destiné à soutenir de tels projets, justement? C'est là où je diverge justement, dans l'interprétation de cette radicalité et de cette rhétorique. Il est indéniable, Ben Barka était un opposant radical à la monarchie, surtout telle qu'elle s'est affirmée sous Hassan II après 1961. Pour lui, elle était un obstacle à la véritable indépendance, au progrès social du Maroc. Bon. Mais la rhétorique politique, dans ce contexte d'affrontement idéologique intense, de lutte pour le pouvoir, post-indépendance, elle était souvent enflammée, voire violente dans les mots. Ben Barka était un tribune exceptionnel, un stratège politique qui maniait le verbe pour mobiliser ses partisans, pour délégitimer ses adversaires. Des phrases choc. Même si elles ont été prononcées, et la véracité de cette anecdote précise, reste à confirmer, elles ne prouvent pas en elles-mêmes l'existence d'un complot de coup d'État ourdi avec Prague ou la Havane. Elles témoignent d'une volonté de changement radical de régime, oui, propre d'une opposition révolutionnaire, ou du moins très déterminée. Quant à lier directement les fonds reçus à un plan de renversement militaire, c'est une hypothèse, mais ça reste une hypothèse, pas une certitude. Ces fonds y pouvaient aussi servir à financer l'organisation politique de l'opposition en exil, sa propagande, les voyages de Ben Barka pour construire son réseau international anti-impérialiste, la préparation de la tricontinentale, des activités éminemment politiques, même si, oui, elles visaient à terme un changement de pouvoir au Maroc.
La distinction, elle est de taille. Aspirer à un changement de régime, y compris par des voies non parlementaires si nécessaire dans ce contexte, c'est une chose. Agir comme l'agent rémunéré d'une puissance étrangère pour déstabiliser son propre pays, ça en est une autre. Je maintiens que son objectif final était dans sa vision à lui, l'émancipation du Maroc, pas sa mise sous tutelle étrangère. Oui, mais c'est précisément cette distinction qui me semble difficile à tenir dans ce cas précis. Quand la lutte politique pour l'émancipation, selon vos termes, implique une collaboration aussi étroite et financièrement aussi significative avec les services secrets d'une puissance étrangère dont les intérêts, soyons clairs, ne coïncident pas nécessairement avec ceux du Maroc. Où se situe la frontière ? Peut-on réellement œuvrer pour la souveraineté de son pays en acceptant des sommes considérables d'une agence comme le CSB connue pour ses méthodes d'infiltration, de manipulation ? C'est là que l'argument du patriotisme se heurte à des faits troublants. L'accusation selon laquelle Ben Barka aurait pu agir dite blada, c'est-à-dire contre son pays, elle ne vient pas de nulle part. Elle s'appuie sur cette perception d'une collaboration excessive avec l'extérieur. At-ta'aoun ma'a akharin ala blaguer. Certains de ses détracteurs sont même allés jusqu'à suggérer qu'il envisageait un Maroc affaibli, peut-être satellite d'une puissance régionale montante, comme l'Algérie de Boumedienne, ou intégré plus largement dans la sphère d'influence soviétique via ses alliés. L'idée avancée par certains, c'était celle d'un Maroc devenant une Doula Sarila Tebal Jazaïr, un petit État en quelque sorte inféodé à l'Algérie. Même si ça relève de la spéculation sur ses intentions ultimes, la question demeure. En acceptant ces liens et ces financements, n'a-t-il pas objectivement franchi une ligne où la lutte politique interne commence à se confondre avec des actions potentiellement préjudiciables à la souveraineté ou aux intérêts fondamentaux du Maroc ? Quel que soit le jugement qu'on porte sur le régime de l'époque d'ailleurs. Mais inversement, on pourrait tout aussi bien considérer que cette accusation d'agir contre son pays, c'est précisément la rhétorique classique utilisée par tous les régimes autoritaires pour discréditer leurs opposants les plus sérieux, surtout ceux qui ont une stature internationale. Qualifier Ben Barka d'agent de l'étranger, c'était une manière efficace pour le palais d'Oribon de délégitimer son combat politique aux yeux de la population marocaine et de justifier la répression contre ses partisans. Je persiste à croire que cette interprétation, elle occulte l'engagement constant et je pense sincère de Ben Barka contre toutes les formes de domination. Son projet de la tricontinentale, il visait justement à créer un front uni des peuples du Sud contre l'impérialisme, qu'il soit occidental ou oriental. L'idée qu'il ait voulu transformer le Maroc en satellite de l'Algérie ou de l'URSS, al-Marwi Mayulatab el-Tsado-soviétique, ça me paraît en contradiction flagrante avec toute sa pensée, toute son action politique qui était axée sur le non-alignement actif et la souveraineté nationale. Les alliances tactiques, les soutiens financiers reçus s'inscrivaient selon moi dans une stratégie complexe de recherche d'appui pour réaliser sa vision d'un Maroc indépendant, socialiste et influent sur la scène mondiale. Une vision radicalement opposée à celle de Hassan II, oui c'est certain, mais une vision pour le Maroc. Faire une équivalence entre lutter contre le régime en place qu'on estime illégitime ou nuisible aux intérêts populaires et agir contre le pays lui-même, c'est un raccourci dangereux. Ben Barka, lui, il se voyait sans doute comme un patriote, luttant pour libérer son pays d'un régime qu'il jugeait aliéné. Mais cette distinction entre le régime et le pays, même si elle est intellectuellement concevable, elle devient très poreuse, très floue quand on traite avec des services de renseignement étrangers. Leurs objectifs, ils ne sont pas philanthropiques, ils visent à obtenir des informations, à influencer des décisions, à affaiblir un État perçu comme adverse ou à y promouvoir un régime plus favorable à leurs propres intérêts stratégiques. En fournissant potentiellement des informations sensibles, même si c'est sur le régime qu'il combat, ou en acceptant des fonds qu'il rende de fait redevables, Ben Barka ne prenait-il pas le risque objectif de servir des intérêts étrangers au détriment des intérêts marocains ? Même malgré lui, peut-être, les éléments concernant la Tchécoslovaquie, s'ils étaient avérés dans toute leur ampleur, financement conséquent, échange régulier d'informations qualifiées de secrètes, eh bien, il jette un voile sur l'image du pur leader nationaliste. Il suggère une forme de dépendance, ou à minima, une compromission qui brouille les lignes. On ne peut pas écarter d'un revers de main l'hypothèse qu'il ait joué un jeu dangereux. Un jeu où ses actions dépassaient le cadre de l'opposition politique, même radicale, pour entrer dans une zone grise aux contours proches de la collaboration avec une puissance étrangère. Bon, en guise de synthèse de ma position, je réitère que Mehdi Ben Barka doit être avant tout compris comme une figure politique majeure de son temps, ce Al-Zaïm, le Watan India al-Yessari. Son action s'inscrit dans les luttes complexes pour le pouvoir, l'idéologie, l'indépendance réelle dans le Maroc postcolonial et ce contexte si particulier de la guerre froide.
Si les allégations concernant ses liens avec des services de l'Est méritent un examen historique critique, rigoureux bien sûr, elles ne sauraient, à mon sens, suffire à réduire son parcours à celui d'un espion. Son combat était éminemment politique. Il visait une transformation profonde du Maroc selon une vision anti-impérialiste et socialiste. Le qualifier simplement d'agent de l'étranger, ce serait ignorer la richesse, la complexité de son engagement et de son époque. Et pour conclure, de mon côté, je maintiens que les informations disponibles, notamment celles qui semblent issues des archives de l'ex-bloc de l'Est concernant ses liens financiers et informationnels substantiels avec les services tchécoslovaques, eh bien, elles soulèvent des questions légitimes et troublantes qui ne peuvent pas être ignorées. Ces éléments factuels, même s'ils restent partiellement à éclaircir, viennent nuancer fortement l'image du leader purement nationaliste et idéologique. Sans conclure définitivement à un statut d'espion au sens le plus classique du terme, c'est vrai, ces liens suggèrent quand même des activités et une dépendance financière qui franchissent potentiellement la ligne de l'opposition politique traditionnelle et qui auraient pu, objectivement, avoir des conséquences préjudiciables pour les intérêts marocains, tels qu'ils étaient perçus par l'État à ce moment-là. Le doute, pour moi, persiste légitimement. Il apparaît clairement, en tout cas, que la figure de Mehdi Ben Barka continue de cristalliser des interprétations divergentes. La nature exacte de ses activités internationales, la qualification de ses liens avec certains États étrangers, tout ça demeure un sujet d'analyse et de discussion intense. Absolument. Et l'examen critique des différentes facettes de sa personnalité, de son action, à la lumière des informations souvent fragmentaires, parfois contradictoires, il faut le dire, dont nous disposons, est essentiel. Ça nous rappelle la complexité de cette période historique et la nécessité de continuer à chercher, à questionner et à débattre pour affiner notre compréhension, sans jamais céder à la simplification. La réflexion doit se poursuivre.